C'est vrai qu'une heure, bon, pour ceux qui sont vraiment des pros, ça paraissait peut-être beaucoup, mais pour des gens comme moi, c'est l'occasion de découvrir un certain nombre de choses. Parce que j'ai voulu m'étendre sur des trucs un petit peu anecdotiques pour intéresser l'auditoire non scientifique. Oui, j'ai bien vu, par contre, j'ai glissé sur les équations, etc. Ouais, c'est ça. L'Irak et sa vie privée, bon, c'est intéressant, mais bon, voilà. Il y a Schrödinger aussi. Oui, tout à fait. Puis alors, les raccourcis, alors tous les grands scientifiques sont aspergés, je suis pas absolument certaine. Poincaré, par exemple, je ne crois pas qu'il l'était. Non, pas Poincaré. Ouais, voilà. Non, pas Poincaré. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse discuter philosophie et sciences. Alors, comment tu vois le truc? C'est-à-dire, qu'est-ce que, après tout ce que tu nous as dit, là, finalement, quel rapport, quel lien tu fais avec la philosophie? Si tu devais... Puis après, on prend évidemment la parole de chacun. Bon, disons que, bon, moi, depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis que je suis libre de faire ce que je fais, avant je faisais de la recherche alimentaire, publish or perish. Maintenant, je m'éclate dans ce qui me plaît. Et depuis plusieurs années, donc, je me suis braqué là-dessus, sur l'équation d'Irak, ses conséquences, les constantes universelles, les problèmes cosmologiques, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer Francis Sanchez, qui est à peu près aussi fou que moi, un peu plus fou quand même. Et il y a un autre Américain qui s'appelle John McCain. John McCain, dont malheureusement, je n'ai pas pu présenter les trucs, c'est très intéressant. Voilà. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont la même approche non-conformiste que moi. John McCain, Francis Sanchez, et puis Steinheimer, et puis d'autres. Voilà. Donc ça permet de voir tout de même que dans ces problèmes, ces questions fondamentales, ça touche quand même à la nature des choses, de natura rerum, comme les Grèces. L'idée, par exemple, que nous sommes faits à la fois de matière et d'antimatière, c'est une idée qui est très profonde, parce qu'on a cherché l'antimatière, on n'a pas trouvé. Et pourquoi nous sommes faits de matière et d'antimatière? Parce que notre masse résulte de notre énergie, qui résulte de notre Zitterbewegung, qui résulte d'un battement entre matière et antimatière. Bon. Ça, je n'ai pas insisté là-dessus, je vous donnerai peut-être notre exposé ailleurs, je vous parlerai plutôt de l'origine de la masse. La masse de l'électron n'est pas d'origine électrostatique, elle est d'origine cinétique. On sait qu'un mouvement peut créer de la masse. Le photon, au repos, n'existe pas, mais c'est une particule sans masse, puisqu'il peut aller à la vitesse de la lumière. Par contre, le fait qu'il aille à la vitesse de la lumière lui donne une énergie, une impulsion P égale E sur C, et qui dit impulsion dit masse effective. C'est pourquoi d'ailleurs la lumière peut être déviée par une masse solaire, par exemple. Dans l'effet Mössbauer qui se passe en laboratoire, vous avez une pièce de 10 mètres de haut, les photons qui vont vers le haut, ils sont attirés par la Terre, n'est-ce pas, ont un décalage vers le rouge par rapport aux photons qui vont vers le bas, qui sont attirés par, qui sont accélérés par la Terre. Et ça se mesure avec une grande précision par effet Mössbauer. Ça, c'est pas des éclipses, c'est pas à l'aide d'éclipses solaires, c'est des manifs qui sont en laboratoire, par effet Mössbauer. C'est un effet de relativité générale. Donc, à partir du moment où on sait que le mouvement crée de la masse, et d'ailleurs le mouvement crée de la masse, on le sait puisque une particule qui va vite, plus elle va vite, plus elle acquiert de la masse. Alors à partir de ce moment, on peut imaginer qu'une charge sans masse, en mouvement rapide, acquiert une masse qui est sa masse au repos. La masse au repos de l'électron résulte de son tremblement interne à la vitesse de la lumière. J'ai un tremblement interne à la vitesse de la lumière, j'ai une charge sans masse, évidemment. Sinon, il ne pourrait pas aller à la vitesse de la lumière. Oui. Et comment expliquer... Alors, je vais prendre quand même les prises de parole. Donc, il y avait Didier, Michel, Francis. Alors, Didier, Michel, Francis, et puis après, j'ai quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Derrière. Jean-Yves. Et le monsieur derrière s'appelle comment? Claude Gignoux. Claude Gignoux, d'accord. Il est président du Sénat, du Sénat. Essayez de poser des questions, c'est ça qui... Ah bon, alors, un petit commentaire, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Posez une question. Et ton nom, c'est pas moi? Bernard. Bernard, oui. Alors, Didier. Alors, moi, c'est un peu une contestation. Alors, autant je suis tout à fait d'accord sur l'idée qui va vers la philosophie, cette notion de dualité, donc entre matière et antimatière aussi. Par contre, là où je conteste, c'est que selon, même si l'antimatière,
c'est une charge opposée. Enfin, il y a différentes caractéristiques qui sont opposées. Par contre, elle a une masse positive, l'antimatière. Elle n'a pas de masse négative. Non, bien sûr, mais ça c'est une... Parce que quand une particule et une antiparticule se rencontrent, ça donne de l'énergie. C'est pas une énergie nulle. Donc, parce que tu as parlé dans ton exposé d'une énergie négative, d'où elle vient cette énergie négative? Non, mais attends, là j'ai simplifié. Hein. Ah. Bon, parce que si tu veux, Dirac avait imaginé une sorte de mer, c'est-à-dire de vacuum rempli, totalement plein de particules d'énergie positive et négative. Et en fait, un positron, c'était un trou dans ce plein, en quelque sorte. Hein. Un positron, c'est l'électron, c'est ce qui est au-dessus du plein, et le positron, c'est une sorte de trou dans le plein. Moi, j'aurais envie de dire, comme Camus, que mal ne fait chose, c'est un mais malheur du monde. Donc, c'est important, finalement. Non, mais il a raison, en fait. Oui. Dire que ça a une masse négative. Non, alors, il y a des raisons d'exprimer les choses comme ça, puisque le battement de De Broglie, c'est plus M0C2 moins M0C2, ça fait 2M0C2, et c'est précisément la fréquence du critère de Wegener. Donc, ce moins M0, disons, a une implication. Mais tu as raison, en fait, il n'y a pas d'énergie négative. Hein. Enfin, il n'y a pas d'énergie négative dans notre monde. Mais si tu extrais une particule du vacuum, à ce moment-là, tu peux créer l'équivalent d'une énergie négative. Tu dis, c'est comme quand on dit dans les diagrammes de Feynman que l'antimatière va vers le passé alors que la matière va vers l'avenir. Hein, c'est une représentation, si tu veux. Oui, très bien. Est-ce que tu as une question à poser, Didier? Après, d'accord. Je reviendrai après. Michel, hein. Alors, Michel. Alors, excusez-moi. Alors, je peux dire encore un petit mot. Encore un petit mot. Encore un petit mot. Non, pour répondre à cette question, encore un petit mot. Oui, encore un petit mot. Alors, il y a eu un article qui est paru, bon, il y a quelques temps. Alors, ça, c'était une autre vision, parce qu'il y a des tas d'articles qui sont parus là-dessus. Hein. C'était quelqu'un qui disait il n'y a rien. Mais dire qu'il n'y a rien, c'est dire qu'on connaît. Or, on ne peut pas, d'après le principe de Heisenberg. N'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a rien, mais il y a une incertitude par rapport à ce rien qui peut se traduire par plus M0C2 ou moins M0C2. Et la moyenne des deux donne rien. Donc, on n'a bien rien en moyenne. On a bien rien en moyenne. Mais on ne peut pas avoir rien dans l'absolu parce que ça serait contraire au principe de Heisenberg. Bon, c'est une autre façon de voir les choses, si tu veux. Je termine. Non, mais moi, c'est juste un détail, mais Francis, tu ne m'as pas répondu. Bon, vas-y, réponds. Non, mais Il ne faut pas que ça t'énerve. Moi, je veux. Garde ton calme. Ne t'énerve pas. question. Ne t'énerve pas. Parce que moi, je veux bien écouter tout ça, mais il faut que les trucs. Moi, j'ai regardé plusieurs fois sur Internet cette fameuse série de Catalan. Le nombre, c'est 132. Attends, mais ne t'énerve pas. Et c'est pas 137. Alors, ça faut me dire. Mais attends. Internet, c'est n'importe quoi, c'est tous des cons, machin. Tu me réponds pas. Moi, la série, et j'ai regardé dans plusieurs trucs. La série, c'est 1, 2, 5, 14, C'est la série de Mersenne Catalan. Note le nom. Non, mais je l'ai regardé l'autre. Non, mais Mersenne jamais- Catalan, la série, elle est connue. Il faut venir en arrière. Eh ben, attendez. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Je- C'est 3, 7, 127. La somme, c'est 137. Là, Là, il n'y a pas de discussion. Non, mais c'est pas un nombre de la série. Voilà. 137, c'est la somme des trois premiers. Oui, voilà. Regarde, Ah, voilà. d'accord. Ah, oui, ça, Oui, mais alors moi, je te fais tout ce que tu veux, c'est la numérologie. Là. Ah oui, voilà, c'est ça. oui, Et le terme suivant, c'est 2 pièces en Non, mais regarde, c'est c'est sur- le thème gravitationnel. C'est au C'est du tableau. hasard. Attends, regarde. Attends. Mais attends, c'est au tableau. Non, Regarde. mais avec 4. C'est- Non, mais attendez. Non, non, mais attendez, c'est pas possible. On le sent. Non. Non, mais la réponse est là-dedans. Voilà, La série écoutons. de Catalan, c'est 1, 3, 7, 15, 31. La série de Mersenne, plutôt. C'est 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, etc. Mais si tu prends pour exposant dans 2 puissance n moins 1 le terme précédent, 2 puissance 3 moins 1, c'est 7. 2 puissance 7 moins 1, c'est 127. Mais on fait ça un peu. Non, on fait pas ce qu'on veut. Ah non, là, t'es pas sérieux. Si là. le nombre, T'es pas sérieux. si le nombre n'est pas Si ça peut lui faire explicitement, plaisir. si le nombre n'est pas explicitement dans la série, avec 4 nombres, on vous fait toutes Non, les non, pages. non, mais c'est un sous-ensemble de la série qui a une définition très précise. C'est très précis. Tu sais, je suis très critique, vous avez Francis, hein,
Mais là, j'ai contrôlé. C'est même comme la formule la puissance A sur pi. J'ai passé 3 heures à la recalculer. Mais j'ai regardé aussi. J'ai même fait un calcul d'erreur. Mais j'ai regardé aussi. Non, mais qu'ils ne disent pas, d'accord, mais qu'ils ne disent pas que 137 est dans la série. Elle n'est pas dans la série. Non, 137 n'est pas dans la série. C'est 127 qui est dans la série. Tu as toujours dit que c'était dans la série. Non, je t'explique. Tu as 3 et... Je sais, d'accord. Non, c'est pas ça. C'est que 3 plus 7 exprime l'interaction nucléaire forte. Voilà, déjà. 3 plus 7 plus 127, l'interaction électromagnétique. Mais la première fois, tu disais que le nombre était dans la série. Tu disais pas que c'était la somme. T'as mal compris, j'ai tout dit. Non, mais je veux dire, il fait d'autres erreurs, Francis. Quand il dit que dans la salle hypostyle, il y a 137 colonnes, il n'y a pas 137, il y en a 136. Bon. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux répondre? Ils sont pas compris. On passe à autre chose. Donc je veux bien, Francis, tu es juste après Michel, donc je te laisse. Mais Francis, Moi, ça va être court, mais moi, je suis pas comme lui, moi. Quand je parle, c'est clair. Bon, je donne un exemple. Il faut faire attention. Non, mais c'est important pour vous. Comme vous êtes soi-disant philosophique et tout ça, les mots sont importants. Et je vais vous expliquer le truc. Quand il parle des équations, bon, d'accord, c'est intéressant, mais c'est un peu technique. Il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière le mot équation. Voilà. Et équation d'onde, ça veut dire que ça se cache derrière les ondes. Et qu'est-ce que c'est qu'une onde? C'est une vibration. Et une vibration, c'est la matière, antimatière, tout simplement. Dirac n'a pas vu ça. C'est ça qui est grave. C'est qu'on vous êtes obnubilés par des pères fondateurs qui n'ont pas vu des évidences. Non, mais De Broglie l'a vu. C'est ça que j'essaie de dire. Non, mais De Broglie, c'est un amateur, De Broglie. C'est un bricoleur. Il a copié sur De Broglie a écrit un livre en 1934 chez Gauthier Villard qui s'appelle L'électron magnétique de Dirac. Et c'est là qu'il introduit le battement entre les ondes de matière et d'antimatière. Pour expliquer le je termine. Donc c'est là que ça se passe. Alors donc, j'explique. Dirac doit le considérer comme un grand génie. Ah non, justement non. S'il avait été un peu génial, il aurait dit l'antimatière est là, c'est pas la peine de la chercher. Et toute la cosmologie actuelle est coincée par ça. Parce que normalement, dans un phénomène de Big Bang, il devrait y avoir autant de matière que d'antimatière. Or, il n'y en a pas. Donc ça veut dire, ça pour lire le Big Bang, simplement ça. Attends, on n'est pas au Big Bang, ça c'est un autre sujet. Non, je donne un exemple. Non, mais on ne va pas s'égarer parce qu'il y a d'autres questions. Non, mais le Big Bang, je sais que c'est... Moi je suis court, je ne suis pas comme toi. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter? Attends, voir. Voilà ce que je vais ajouter. Voilà. C'est que moi je propose une conférence pour parler effectivement des constantes universelles. C'est un problème très grave, très important qu'il a à peine effleuré parce qu'il a parlé pendant 1 heure en tournant en rond. C'est important, c'est important. Le conférencier a droit à 1 heure, l'intervenant a droit à 5 minutes. Moi, quand je parle 20 minutes. Je laisse aux gens le temps de discuter. Toi, tu dois être le temps de discuter parce que là, les gens sont obligés de partir parce qu'il va être l'heure de manger. Après. Donc je résume une chose extrêmement importante. Non, ne vis pas seulement de pain. Non, mais écoute, tu devais parler des constantes universelles. Et ce que j'aurais aimé que tu dises, c'est qu'en mélangeant 3 constantes universelles, mais en écartant la vitesse lumière, parce qu'elle est trop lente en cosmologie, en mélangeant 3 constantes universelles les plus fondamentales, on trouve 13,8 milliards d'années-lumière. C'est pas moi qui l'invente, ça. Tout le monde peut vérifier, même je crois qu'il l'a vérifié. Mais je démarre à m'intéresser à ce que... c'est le seul. Alors, ce qui est grave, par contre, non, mais vous êtes un groupe un peu grave. si, parce que moi, si on m'avait dit ça quand j'avais été étudiant, tout de suite, j'aurais vérifié dans la minute qui suit. Parce que comment ça se fait qu'un simple individu qui pratique la technique scientifique, c'est de mélanger les constantes universelles? Comment peut-il se faire qu'un simple individu comme moi trouve le rayon de l'univers en 3 minutes? C'est les 3 premières minutes après le Big Bang. Non, j'ai eu une année sabbatique à Orsay, donc je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais refaire la cosmologie, donc j'ai tout de suite enlevé la vitesse C. Non, Francis, il y a d'autres interventions. Bon, non, j'ai pas fini, parce que laisse-moi encore 2 minutes. Non, laisse-moi 2 minutes, là. C'est très grave ce que tu viens de dire. 2 minutes. Alors, j'ai dit 2 minutes, hein. Ça y est, je vous explique. J'ai enlevé la vitesse lumière, mais le problème, le petit léger problème, c'est que personne ne l'avait fait avant. Ils ont tous considéré que la vitesse lumière était fondamentale. Ils ont tous considéré que le temps c'est de l'espace. Eh bien, je prétends que le temps c'est pas de l'espace. Voilà. Et ceux qui, comme Klein et compagnie, qui voient la télé, qui vous disent « Ah, le temps c'est un truc qui n'existe pas »,
Tout ça, pour moi, ce ne sont pas des physiciens. Donc, j'ai fini là-dessus. Pendant ce siècle, il n'y a eu aucun physicien. Sauf Francis. Moi, je peux dire je peux prouver que moi, j'ai fait de la vraie physique. Klein ne dit pas que le temps c'est de l'espace. Oui, non, il dit que le temps n'existe pas. Non, pas du tout. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui écrivent le temps n'existe pas. Non mais Francis, tout le monde sait que le temps ce n'est pas de l'espace pour la bonne raison que la métrique relativiste n'est pas une métrique euclidienne mais une métrique de Lorentz. Alors il y a équivalence, mais avec... Je finis là-dessus. Donc je propose à Nadia ici présente que je fasse une conférence sur les fondements de la science et de la physique. Parce que là c'est catastrophique. Eh bien, pourquoi pas? Je vais te noter. Et on parlerait vraiment des constantes universelles, qu'est-ce que c'est quoi, etc. Et donc, je termine là-dessus. Dirac, soi-disant génial, vous savez, les conneries qu'il m'a fait. Il a fait varier l'une des constantes, la constante de gravitation. Alors que l'un des principes de la physique, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a des choses qui sont constantes, qui ne bougent pas. Et donc, c'est le principe de base. Poincaré a dit, si on s'amuse à faire varier les constantes, c'est plus la peine de faire de la physique, vous allez à la pêche. Et moi, tu as commencé ton exposé en disant Paris. Non, nous, on va pas aller à la pêche. Hein. On va continuer à venir ici. Bon, alors, Jean-Yves, c'est pareil, hein, comme pour les autres, essaye d'être succinct. Oui, alors, et termine par une question. Oui, la suggestion, ensuite à ce que vous disiez, puis ma question. La suggestion, c'est quelles sont les séries entières dont les combinaisons de certaines itérées figurent dans la série. C'est pour généraliser l'idée de machin, puisque je suis d'accord avec le collègue, pour dire qu'on peut faire dire n'importe quoi. C'est pas. Et t'as compris ce que je veux dire? T'es mathématicien au moins? Non, mais écoute la question, écoute. Alors, pourquoi, si le monde est réellement quantique, au sens où vous l'entendez, ne définit-on pas chaque particule élémentaire comme un ensemble identique d'un certain cardinal caractéristique d'un certain cardinal de caractéristiques dont chaque élément est un nombre entier. C'est-à-dire que est un nombre entier caractéristique identique. Comment se fait-il, par exemple, que chaque électron soit si la précision c'est 10 puissance 50, il n'y aura que 50 chiffres, c'est significatif dans votre truc. La précision de quoi? La précision quantique de la nature. Non, mais... Pourquoi la charge de l'électron, même si on n'a qu'un chiffre significatif, on sait qu'il y a une précision de l'ordre de plus ou moins un delta truc. On connaît. Donc c'est bon. Effectivement, ouais. Sachant que si on sait que le monde est quantique à partir des théories, on serait capable de faire une expérience. Ça veut dire qu'il y a une indétermination quantique sur la charge de l'électron. À ma connaissance, quand on dit la charge de l'électron et qu'on la mesure pas par un nombre entier, et que ça va là pour toutes les... Non, parce que ça dépend du système d'unité. La charge de l'électron en unité de charge de l'électron, c'est 1. Et en unité, oui, par rapport à celle du proton, et en unité de la charge élémentaire de Planck, parce que il y a de la charge de Planck, c'est A2, où A c'est la constante de structure fine inverse. Mais par rapport à comment se fait-il qu'il n'y ait pas un rapport de deux nombres entiers entre le poids de l'électron et le poids du proton, par exemple? La masse de l'électron et la masse du proton. Oui, comment se fait-il que... Non, mais c'est un nombre qui est ce qu'il est, c'est 1836, etc. Non, mais justement, mais c'est pas un nombre entier. Non, c'est pas un nombre entier. Pourquoi veux-tu que ce soit un nombre entier? C'est un nombre presque. Pour que la nature soit quantique, il faut qu'on soit capable de faire ça, même si le nombre est très grand. Parce que la charge... Sinon, c'est pas vraiment quantique. La charge, c'est une grandeur, et la masse, c'est une autre grandeur. Entre la charge de l'électron et la charge d'un quark, il y a un facteur 2 ou 3. La charge de l'électron, c'est plus ou moins 2 charges d'un... 2 tiers ou 1 tiers. Je parle de la charge, je parle de la masse cette fois-ci. Peut-être que la charge. Tu passes la masse de l'électron et de la masse du proton. Et de la masse du proton. Ou du boson. C'est presque un nombre entier. Il y a une petite déviation de ce nombre entier. Donc le monde n'est pas quantique encore. Non, mais c'est comme le facteur gyromagnétique. Il vaut 2, d'après l'équation de Dirac. Mais en réalité, il est très légèrement différent de 2. Pourquoi? Parce que l'électron, il interagit avec un vacuum, en quelque sorte. C'est l'interaction de l'électron. L'électron tout seul, auprès de Dieu, son facteur gyromagnétique vaut 2. Mais comme il est immergé dans un vacuum,
avec lequel il interagit, ça crée des petites variations. Et ces petites variations, c'est 2, 0, 0, 23, 19, etc. Et ça, on peut le calculer à l'aide des diagrammes de Feynman, si tu veux. La raison pour laquelle je Mais pense tous ces nombres, je veux dire, il n'y a que des nombres entiers là-dedans. Mais c'est toujours des nombres entiers. C'était le sens de mon exposé. Hein. Ce sont des nombres presque entiers. Et ce qui m'intéressait, c'était pourquoi c'est très légèrement différent de ces nombres entiers. Tu vois. Par exemple, ici, bon, je ne prends qu'un exemple. Bon, c'est pas des nombres entiers. Non. Voilà, excellent. Sachant par l'expérience que toute chose dans la nature se présente à nous de manière gauche et unique. Voilà. Unique, c'est-à-dire que même deux électrons. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que deux électrons sont toujours différents depuis l'éternité et c'est simplement parce qu'on s'est cantonné en tournant rond avec les théories qu'on a. Elles sont quand même utiles, elles servent à faire des choses, mais pour un mathématicien, c'est très inconfortable. C'est-à-dire deux électrons particuliers, un électron A et un électron B. Pourquoi qu'un électron A et un électron B sont censés avoir les mêmes caractéristiques, bon, on peut supposer, mais être rigoureusement identiques dans chacune de leurs caractéristiques, sachant qu'on ne fait pas la mesure réelle qui permettrait de dire qu'ils sont identiques. Parce que je suppose que même en 1905, il existait déjà dans le commerce des savonnettes, c'est-à-dire des produits dont on supposait qu'ils étaient rigoureusement identiques, tout simplement parce qu'on n'allait pas chercher, ça ne sert à rien de savoir qu'une savonnette est différente au milligramme près d'une autre savonnette, quoi. Mais c'est ça qui nous a pourri la physique depuis 1905. C'est parce que dans le commerce, on avait déjà des trucs qui étaient censés être rigoureusement identiques. Non, c'est vrai. Bon, c'est vrai pourquoi deux choses seraient rigoureusement identiques? Au niveau des êtres vivants, il n'y a pas de clone parfait. Bon. Hein? De quoi? Il n'y a pas de jumeau parfait, si tu veux. Même un clone. Au niveau des êtres vivants, il n'y a pas de jumeau parfait. Même un clone, on sait qu'il a des télémères plus courts, etc. Il vieillit plus vite. Bon, même un clone. Bon. Donc, c'est des êtres complexes. Maintenant, au niveau des particules, alors là, je te renvoie à l'ouvrage de Jean Charron, L'esprit c'est inconnu, pour lequel les électrons ont les mêmes propriétés physiques, mais ils ont un monde intérieur où ils emmagasinent de l'énergie, de l'information surtout, et cette information n'est pas la même d'un électron à l'autre. Par exemple, un électron, physiquement, l'électron d'un chat est physiquement le même qu'un électron de Nadia, par exemple, n'est-ce pas? Il m'arrive de faire biaou. Mais il m'arrive de faire biaou. Vous croyez vraiment à cette élucubration? Non, attends. Non, mais je veux te dire, Jean Charron, c'était quelqu'un qui avait une formation scientifique, bon, il était ingénieur au CEA, etc. Moi, je l'ai bien connu. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment fafel. Disons que c'était un non-conformiste qui a eu le tort de s'adresser au grand public quand il n'a pas été reconnu par ses pairs. Il n'a pas compris que dans le monde scientifique, il faut être reconnu par ses pairs. C'est pas la peine de faire du scandale auprès du grand public. C'est comme, comment il s'appelle, le gars de la mémoire de l'eau, là? Benveniste, c'est un type sérieux, il a travaillé avec des prix Nobel, il a des centaines de publications, etc. Et puis un beau jour, bon, il y a une assistante qui a fait une manip, il a cru découvrir un truc, et puis il a plongé là-dessus, et il s'est un peu piégé. Et puis il n'a plus voulu en démordre. Et comme il a été, je crois, conseiller de Chevènement, je veux dire, voilà, ça lui a fait la grosse tête, et il s'est mis à menacer de procès les gens du CNRS. Enfin, après, il est devenu un peu mégalo, voilà. Enfin, c'est un type sérieux au départ, hein, voilà. Il y aurait une manière Mais je considère Jean Charron comme un type très profond et très sérieux. Il y aurait une manière d'imaginer que c'est pas délirant, c'est d'imaginer que c'est la rétroaction du tout sur la partie. Finalement, le chat, il est différent en termes holistes, mais inversé. C'est évident qu'un électron, un électron dans un atome n'a pas exactement les mêmes propriétés qu'un électron interstellaire. Sa masse au repos et sa charge sont les mêmes, mais comment dirais-je, certaines propriétés changent du fait qu'il est dans le vacuum. Dans le vacuum, le G0 qu'on mesure et qu'on calcule, c'est dans le vacuum subquantique. Hein, c'est dans le vacuum. Je suis d'accord pour dire qu'il faudrait caractériser les il y a l'histoire des des électrons corrélés qui ont gardé la mémoire de l'autre, etc. Bon, enfin, l'électron, c'est l'entité électron de base, c'est une masse, une charge, un spin, voilà, c'est ça. Et le neutrino, c'est la particule la plus... Le neutrino, on sait maintenant qu'ils ont une masse. D'ailleurs, ça c'était
c'était un peu normal parce qu'ils ont un spin, et un spin 1,5. Voilà. Et comme j'ai cru le montrer, une particule de spin 1,5 ne peut pas être sans masse. Et le fait qu'on réussit à avoir des interactions avec des neutrinos qui passent à travers n'importe quoi, c'est dû à quoi alors? À la masse ou à d'autres propriétés? Les neutrinos sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction gravitationnelle puisqu'ils ont une masse. Ils ne sont pas sensibles à l'interaction électromagnétique ni à l'interaction forte, mais ils sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction gravitationnelle. Merci. Il y a un tableau ici. Alors j'ai Claude, Bernard et Alain. Claude. Et Jacques. Voilà, et Jacques, bien sûr. Alors, Claude. Oh, bah, moi, je vais te poser une question au moment où Jean évoquait. Tu vois ici neutrinos, oui, gravitationnels. Ils sont sensibles à l'électron faible et gravitationnel. Mais pour les électrons, c'est en plus l'interaction électromagnétique et ainsi de suite. Oui, oui, Jean évoquait l'influence du mouvement donc de l'énergie cinétique sur des éléments et qui n'avaient pas de masse, tels que le photon. Donc ça demande peut-être... Attends, de quoi des éléments? Oui, à partir du moment où la vitesse de la lumière était atteinte, oui, qu'il y avait une masse, oui. Mais alors au départ, il y a quand même une identité différente à donner à il faut pas qu'il y ait un élément structurel. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait quand même une masse lorsque cette vitesse de la lumière, il faudrait définir l'élément. Mais il y a une question encore beaucoup plus basique que j'avais envie de poser. Pourquoi est-ce que dans la formule de Poincaré ou d'Einstein, l'équivalence entre l'énergie est donnée par le carré d'une vitesse multipliée par une masse, et que dans la formule d'Émilie, enfin de Newton, mais enfin en fait c'est quand même Émilie du Châtelet qui a trouvé 1,5 égale MC2, 1,5 de MC2 pour l'énergie cinétique. Oui. Alors, quelle est l'explication à donner au coefficient 1,5? Alors l'explication est très simple, c'est que MC2, l'énergie d'une particule en mouvement, implique la masse de la particule en mouvement. Or, la masse de la particule en mouvement, c'est égal à M0, la masse de la particule au repos, divisé par racine de 1 moins V2 sur C2. Oui. Alors, si V est beaucoup plus petit que C, 1 moins V2 sur V2, et C2 est très proche de 1, et tu peux faire un développement en série. Voilà, et dans le développement en série, le premier terme, c'est M0C2. Le deuxième terme, c'est 1,5 de M0V2. Le troisième terme, c'est 3 huitièmes. Le troisième terme, c'est 3 huitièmes de M02, C4, etc. C'est le deuxième terme d'un développement en série pour un mouvement à faible vitesse. Ce qui est tout sous-entendu dans les formules de Lorentz. Voilà. Non, mais si tu veux, M égale M0 sur racine de 1 moins V2 sur C2, c'est la masse de la particule en mouvement. Hein, et puis plus V augmente par rapport à C, plus le dénominateur se rapproche de 0, plus la masse augmente. Voilà. Mais pour les vitesses faibles, tu peux faire un développement en série. Donc, tu as M0 C2, 1,5 de MV2, 3 huitièmes de M02 C3, etc. Mais alors, ce qui est important, c'est d'où vient le M0 C2 lui-même. Le premier terme, d'où il vient? Le deuxième, on voit bien qu'il vient du mouvement, 1,5 de MV2. Bon, c'est l'énergie cinétique classique. Une voiture qui cogne un mur, à une vitesse à 100 km à l'heure, elle a 4 fois plus d'énergie qu'à 50 km à l'heure, parce que c'est au carré de la vitesse. Bien. Mais le premier mouvement, le M0V2, la masse de la voiture elle-même, d'où elle vient? Elle vient précisément. Là, je parle de l'électron, je ne parle pas de toute la voiture. Pour l'électron, elle vient du mouvement vibratoire, le Titer-Bevegout, à la vitesse de la lumière. En fait, l'idée, c'est que l'électron est une charge dépourvue de masse, une charge élémentaire dépourvue de masse, qui tourne, qui vibre à la vitesse de la lumière, et c'est ce mouvement interne à la vitesse de la lumière qui lui donne sa masse au repos. Ça reste quand même une explication hypothétique. C'est quand même... C'est pour parfaire, voilà, c'est pour justifier
une démarche analogique avec le photon, etc. Ah non, non, c'est pas seulement ça. Bon, là j'ai utilisé des analogies, mais il y a des travaux, il y a Barour, comment il s'appelle Et qu'est-ce qui va il y a plein de la gens. rotation, Comment le déplacement, c'est quoi la Comment vibration? Ça fait des allers-retours. Oui, ça, je Voilà. voulais- Puis qu'est-ce qui va là? Si c'est un mouvement de quoi? Alors, je veux dire, bon, là, il faut revenir aux équations. Bon, on a peut-être pas le temps. On va décrocher. avec Est-ce que le l'équation. mouvement existe alors si on n'est pas attends. capable de le Attends une détecter? seconde, voilà. L'accélération, on la mesure, mais le mouvement, comment on le détecte? Voilà. On est un peu Alors, dans le une tir. seconde, voilà. Alors, ouais, c'est ici. Donc, vous voyez que lorsqu'on. Ça, c'est Schrödinger qui l'a fait. Lorsqu'on étudie un opérateur vitesse de Dirac, alors une composante, hein, la composante alpha k, ça peut être 1, 2, 3. On obtient, dans le repère de Heisenberg, on obtient un certain nombre de termes. Le premier terme, C2pk h la Hamiltonien moins 1. Je veux dire, bon, aux faibles vitesses, il se réduit à pk sur m, c'est-à-dire, il se réduit à la vitesse elle-même. Donc le premier terme, c'est la vitesse. L'opérateur vitesse de Dirac comprend une série de termes. Le premier terme, c'est pk sur m, c'est la vitesse elle-même. Et le deuxième terme, ce n'est plus une vitesse linéaire, qui est équivalent à celle qu'on connaît. Tu vois, vous voyez, il y a un e puissance moins i oméga t. Hein? Ça veut dire que c'est un mouvement vibratoire. Et ce mouvement vibratoire, alors bon, il faut faire des calculs, se fait à une fréquence nu z dans un domaine de rayon RC, où RC est le rayon de Compton. Si tu veux, l'équation de Dirac introduit en plus du mouvement de la particule qu'on connaît, avec la longueur d'onde de De Broglie, lambda égale h sur mv, etc., un autre mouvement qui est un mouvement interne, qui n'est pas un mouvement externe, mais un mouvement interne. Et ce mouvement interne se fait non pas à une vitesse inertielle, mais à la vitesse de la lumière, et c'est un mouvement vibratoire dans un domaine restreint. Alors maintenant, je vais dire, bon, Dirac, il n'a pas fait que ça. Il a un modèle d'électron, c'est une sorte de bulle de savon. Avec... Oui, parce que je ne pas compris. Parce qu'en fait, bon, on admet qu'il y a une espèce de rayon, donc c'est une symétrie sphérique. Parce que quand on dit que Citer Bevegoub, on imagine quelque chose soit linéaire, soit circulaire, mais ça, c'est le terme. Comment le mettre en 3 dimensions? Voilà, ça, non, alors là, il y a une thèse d'un Danois, voilà, bon, c'est assez complexe. Il y a des tas de développement mathématique. Le problème, c'est que dans ce domaine quantum relativiste, notre esprit ne peut pas, avec ses repères, comprendre de façon claire. On peut comprendre que par analogie. Alors, mais il faut quand même utiliser certaines rigueurs. Donc, j'ai eu la thèse d'un Danois qui écrit tout un bouquin là-dessus, c'est sa thèse, où il cherche à trouver l'analogie la plus rigoureuse possible de ce fameux mouvement interne. Voilà. Bon, là, c'est très technique, il faut rentrer dedans. Mais il n'y a pas que lui, il y a des gens, enfin, que j'ai pas insisté là-dessus, bon, que je vais citer. Attends, où est-ce qu'ils sont? Barout et Zanghi. Ils ont proposé un modèle relativiste classique, dans lequel le spin apparaît comme le moment angulaire du Zitterbewegung, qui est identifié, le Zitterbewegung, qui a été découvert par Schrödinger. Il n'a pas dit ce que c'était, il a appelé Zitterbewegung, je ne sais pas ce que c'était. Ça veut dire tremblement. Bon. Mais il a identifié, lui, au mouvement interne qui donne naissance au moment de spin magnétique et cinétique. Schrödinger, il n'a pas identifié son Zitterbewegung qui apparaît dans sa formule que j'ai montrée tout à l'heure, avec les puissances moyenne. Il a dit, bon, ben, c'est un tremblement, voilà. Avec une fréquence temps, une amplitude temps. Mais Barout et Zanghi, en utilisant un modèle semi-classique, mais relativiste, ils ont montré qu'en fait, c'est le mouvement interne qui donne naissance à ce fameux spin. Alors il y a Heisch et d'autres qui ont proposé un modèle électrodynamique stochastique. C'est encore autre chose. Où le Zitterbewegung provient de l'interaction électromagnétique entre une particule semi-classique de chargée mais de masse nulle avec le vacuum, avec le, comment on appelle comment dire, le vacuum 0.8, enfin le vacuum, ah oui, parce qu'il faut savoir que même le vide n'est pas vide. À cause de l'énergie du vide. Voilà, c'est la vibration du vide, si tu veux.
avec la vibration du vide. Parce que dire que le vide est vide, c'est contraire au principe de Heisenberg. Voilà. Le champ ponctuel. Voilà. On peut appeler ça ponctuel. Voilà. Alors c'est la résistance du zéro point field, c'est-à-dire du champ du vide, à l'accélération, c'est la résistance du champ de l'accélération, qui est la cause de la masse inertielle. Et c'est la force de type van der Waals, induite par ce mouvement, qui donne naissance au champ gravitationnel. Et il montre également qu'il y a l'équivalence entre l'inertie et la gravitation, ce qui est à la base de la relativité générale. Oui, il y a eu des tas de trucs semi-classiques, stochastiques, etc., pour essayer de comprendre. Donc on a une formule, oui. Mais là il y a des essais d'interprétation, voilà. Mais on ne sait pas encore qui ne sont vraiment on n'a pas d'interprétation sûre. Voilà, dans tous ces essais d'interprétation, on est obligé de relaxer quelque chose. Oui. Ou bien on relaxe une partie de l'aspect quantique, ou bien on relaxe une partie de l'aspect relativiste, ou bien on introduit quelque chose d'un peu classique pour comprendre, pour que le cerveau puisse comprendre. Mais dans ce cadre, on est rigoureux. Alors là, c'est des séries d'équations, des pages entières, etc. Et là, on comprend des choses. Alors, par exemple, là, ce qui est important quand même, d'après Baruch et Zanghi, c'est pour ça que je l'ai cité, c'est parce que le fameux Zitterbewegung de Schrödinger, c'est le spin. Voilà. Alors moi je dis ensuite, puisque le Zitterbewegung, alors j'ai cité De Broglie, puisque selon De Broglie, le Zitterbewegung c'est un battement entre deux ondes, et que d'après Baruch et Zanghi, le Zitterbewegung c'est le spin vient du battement entre deux ondes. Et d'après Reich et Toll, où la masse vient du spin, ça veut dire que la masse vient du spin, qui vient du Zitterbewegung, qui vient du battement entre deux ondes, donc il n'y a pas de masse sans antimatière. C'est ça que j'ai dit ensuite, de s'en faire une matière et l'antimatière. Alors Francis il a flashé là-dessus, parce que lui, il a découvert ça récemment dans des trucs cosmologiques, etc., mais sans aucune preuve. Alors De Broglie, bon, il y a quand même eu des, je veux dire, il y a une base théorique expérimentale très solide. Il avait trouvé la même chose 50 ans avant la naissance de Francis, tu vois. Mais il ne s'est pas trompé, Francis, il a vu quelque chose. Tu vois. Merci. Alors Bernard, Alain, Jacques et Laurent. Alors Bernard. Oui, d'accord. On disait que les scientifiques sont des non-conformistes, finalement, donc il faut dire quelque chose qui va mettre en cause ce qu'on a l'habitude de penser. Après, il y en a qui sont plus ou moins conformistes. Oui, c'est ça. Quand on est trop conformiste, on ne découvre rien. Voilà. Alors, moi je pense qu'il y a une approche, enfin, on regarde tous ces atomes, etc., avec des lunettes qui sont, quelles sont ces lunettes qu'on met, hein, c'est l'ensemble R, c'est-à-dire de moins infini à plus infini, un continuum. Mais on regarde quelque chose qui est quantique, hein, qui est vraiment, il y a des unités, des électrons, et on regarde ça avec... j'allais dire quelque chose de classique, hein, de linéaire, de cartésien. On veut analyser quelque chose qui est quantique avec une philosophie cartésienne. Donc on risque de se tromper, il n'y a pas les bonnes lunettes. Et moi, j'avais été très intéressé par les mathématiques modernes, vous avez peut-être vu ça à l'école, c'était à la même époque, où là, on travaille sur des éléments. Hein, la notion de nombre réel, tout ça, avec une infinité, tout ça n'existe pas. Il y a les nombres entiers, il y a des éléments. Et je pense qu'il faudrait, puisque le monde est quantique, il faudrait essayer d'analyser le monde pour trouver ces mouvements, ça, à partir d'une mathématique qui soit quantique, donc qui soit quantifiée, c'est-à-dire, par exemple, le yin et le yang, l'eau, l'air, la terre, le feu, des choses comme ça, qui, peut-être cette approche-là, les mathématiciens, on regarde avec les lunettes de grand air, mais c'est un peu une absurdité. Donc, il faudra peut-être une nouvelle approche pour comprendre le quantique avec une vision quantique. Non, alors ça n'existe pas encore. Mais... non, je voudrais des mathématiques quantiques, mais ça existe. Bon, ça existe, oui. Non, mais en réalité, bon, les nombres entiers, les premiers nombres connus, et même les nombres fractionnaires, d'une façon générale, là, ce qu'on appelle la puissance du dénombrable, tu vois, bon, mais tu sais qu'il y a aussi une puissance du continu. Mais tu as des puissances qui dépassent la puissance du continu. Oui. Alors, Aleph 0, c'est la puissance du dénombrable, Aleph 1, la puissance du continu. Mais l'ensemble de tous les sous-ensembles faits avec des ensembles continus à une puissance qui dépasse celle du continu, ça c'est Cantor. Bon, je veux dire, les mathématiques, c'est dans le domaine, je veux dire, des mathématiques. Maintenant, à l'intérieur des mathématiques, alors évidemment, on traite les grands ensembles avec des intégrales. Quand tu as des milliards de molécules,
au lieu de faire une somme sur des milliards en mécanique statistique, Oui, on fait une somme, on est une intégrale, c'est plus facile à calculer. Mais on sait très bien que, que le continu, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand, c'est une fiction mathématique pour faciliter les calculs. Voilà, c'est une Et le fiction. monde est discret. J'ai même dit que même l'espace et le temps sont discrets. Voilà. Il y a une limite de l'espace qui est la limite de Planck, il y a une limite du temps qui est une limite de Planck. On ne peut pas franchir. Il n'y a pas que la matière qui est discrète, il n'y a pas que la charge, il y a l'espace et le temps qui sont aussi discrets. Oui, tout est discret, car tout est quantifié. Mais les mathématiques, je veux dire, le calcul différentiel qui traite de l'infiniment petit et le calcul intégral qui peut traiter de l'infiniment grand sont des approximations commodes pour faire des calculs, c'est tout. On n'est Alors pas comment du... se fait-il que l'univers lui-même ne soit pas défini par un nombre entier qui soit éventuellement qui évoluerait avec le temps, mais même si c'est un nombre assez grand qui pourrait tenir dans une machine, puisqu'avec un nombre compté avec un nombre d'interaoctets, un teraoctet c'est les mémoires Oui, de bien sûr, classique, oui. un teraoctet ça représente 2 à la puissance 8000 milliards. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait comme nombre, 2 à la puissance 8000 milliards. Encore faut-il le gérer ce nombre. Un téraoctet, Un téraoctet, ça fait 10 2 à la puissance puissance. 12, c'est Comment 10 puissance Oui, non, c'est combien correct. 12, 10 puissance 12, ça fait 2 puissance combien Non, pardon, c'est 2 puissance 12. Oui, 2 puissance 12, voilà, mais c'est pas 2 Voilà. puissance 10 Non, non, mais c'est le mot lui-même, mais quand on rentre des trucs dans le mot, ça fait 2 à la puissance 1000 milliards, je suis désolé. Si c'est un seul Ça mot, fait déjà 2 puissance 8. comment Un octet, ça fait déjà 2 puissance 8 bits. Voilà. Non, ça fait 8 bits, mais 8 bits. Voilà, code de puissance 8. Voilà, pour répondre à ta question, il y a cette formule que j'ai montrée tout à l'heure. Bon, ça a l'air très compliqué cette formule-là. Je veux dire, si tu fais un calcul d'erreur avec surtout G qu'on connaît à la 4e décimale, je veux dire, bon, eh bien, pourtant, ce nombre gigantesque et extrêmement complexe serait dû à ça. Et ça, il faut reconnaître que c'est Francis Sanchez. A puissance A sur pi. A puissance A sur pi. En fait, kilo-octet, c'est 2 puissance. C'est pas quand, c'est un nombre transcendantal. C'est ça. Alors, chez les machines actuelles. Giga, Tera. 40. Les machines actuelles calculent en base binaire, en base binaire, avec des octets, des bases 16, etc. Bon, ben, même des bases 32, etc. Mais Francis Sanchez prétend que l'univers est une sorte de superordinateur dont nous sommes les terminaux. Enfin, c'est de la spéculation plus que philosophique, c'est métaphysique, c'est même théologique. Et un superordinateur qui fonctionne lui en base 137 et pas en base 2. Ça en fait des caractères avec lui. Même les Chinois, ils n'ont pas ça. Bon, c'est en tout cas très intéressant comme réflexion. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approches. Voilà, je vois la rien qu'à pi et r sur. Bon, tout ça, c'est des nombres réels, donc ils peuvent. C'est un continuum, mais on étudie sur du quantique, donc il faudrait une autre mathématique. Il y a peut-être une autre approche qui nous permettrait de mieux appréhender Je crois que ça s'appelle les unités d'électrons. C'est pas un continuum. C'est les mathématiques discrètes. Non, mais il y a bien, mais je veux dire, il y a plus que ça. Il y a la mathématique des phénomènes non mesurables. Parce que ce soit discret ou continu, ça reste mesurable. Bon. Alors, comme je l'ai dit, le continu est une approximation du discontinu pour faciliter les calculs, rien de plus. Mais on sait que l'univers est discontinu. Bon, on ne le sait pas depuis toujours. Les anciens croyaient qu'il était continu, mais maintenant, on sait que tout est discontinu. Mais alors, il y a des disciplines mathématiques qu'on peut appliquer à des tas de domaines. Par exemple, le calcul des probabilités, la mécanique statistique, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, tout ça, ça s'applique à des tas de domaines très différents. Tu vois, la théorie des réservoirs aussi, ça s'applique à la résonance magnétique, à la physiologie, etc. Bon. Par contre, il y a des domaines, hein, ça je l'ai expliqué dans mon exposé sur le monde invisible, il y a des domaines où il n'y a pas d'équivalent mathématique. Hein. Par exemple, dans la psychologie, alors on utilise un langage symbolique, qui est un autre langage, qui n'est pas le langage mathématique. Le langage des arts, pour communiquer éventuellement. Le langage mathématique aussi est symbolique. Parce que quand on représente un opérateur... Non, attends, je ne parle pas du langage symbolique au sens mathématique du terme. Je parle du langage symbolique au sens grec symbolène, c'est-à-dire réunir. Esthétique. Un symbole, je veux dire, c'est quelque chose qui veut dire plusieurs choses différentes à la fois. Hein, bon. Et la psychanalyse utilise le langage symbolique. La sociologie, la théologie, bon, je veux dire,
quand on parle des succubes, au Moyen-Âge, on parlait des succubes et des incubes. Hein, maintenant, tout ça, ça peut s'exprimer sous une autre forme, sous la forme d'un langage psychanalytique. Ce sont des termes symboliques, mais ce n'est pas mesurable. Tu ne peux pas dire, il est heureux, mais il a combien de bonheur en lui? 3 épicures, 18 épicures. On pourrait définir une unité de mesure du bonheur en épicures. Mais tu ne peux pas mesurer ça. Par contre, tu as des échelles. La température, c'est mesurable, mais tu ne peux pas dire 31 degrés plus 23 degrés, ça fait 54 degrés. Non, c'est 31 degrés, 23 degrés. C'est comme le 88 bis du boulevard Saint-Germain. C'est pas le 88, c'est pas le 90. Tu ne peux pas additionner. C'est la différence entre les nombres cardinaux, que tu peux ajouter, retrancher, multiplier, diviser, et les nombres ordinaux, qui expriment un ordre. La température s'exprime sous forme de nombres ordinaux. C'est comme les adresses d'une... Alors, les sciences sociales et médicales utilisent beaucoup le terme de variable non paramétrique. C'est le terme consacré par les scientifiques. Les sciences dites humaines. Alors moi j'ai connu un bioinformaticien que tu connais sans doute, c'est Claude Godot de Gerlitz. Tu dois connaître, non? Non. Bah, il est de Tours, il a créé une société de bioinformatique et de biotechnologie. Alors lui il utilise la théorie des sous-ensembles flous, qu'on utilise également en économie. Elle a été introduite en économie. Quand tu as des matrices où certains termes sont connus avec une grande précision, d'autres peu connus avec une probabilité, etc. On ne sait pas exactement. C'est la théorie de la décision. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux alors qu'on connaît certains éléments et pas d'autres? Alors tu as toute une mathématique. Les symétries fractales à ce moment-là pour traiter ce genre de problème. Comment? On préfère utiliser les symétries fractales. Je crois qu'un médecin, il pèse le pour et le contre. D'abord, il regarde les symptômes. Parce qu'il y a, et puis, je veux dire, un remède, il peut faire du bien, faire du mal. Bon, je veux dire, c'est un art la médecine. Pourquoi c'est un art? Parce que il y a des choses mesurables, il y a des choses pas mesurables. On est dans le flou, un peu comme l'économiste. Mais alors les économistes, eux, c'est tout à fait formalisé. Hein. Tu as des cours de théorie des choses ensemble floues, avec des programmes informatiques qui utilisent. Tu as même des processeurs comment dirais-je, de machines à laver, etc., qui utilisent la logique floue. La logique floue, oui. Et la logique floue, tu as des ordinateurs à logique floue. Bon. Voilà. Alors, il y a encore Alain, Jacques et Laurent. Bon, moi j'ai deux petites questions. Il y a un truc qui me turlupinait déjà un petit peu avant. À propos de la vie privée, disons, de Dirac. Pas tout si privé que ça, non. Il se trouve, ça je l'ai entendu dire par Étienne Klein dans une conférence. Et puis ensuite, j'ai lu un texte de Dirac, par la traduction en français, qui confirme cela, effectivement, à savoir, il avait choisi entre différentes interprétations, et il choisit celle qui lui paraît la plus, dont l'équation, la formulation, le formalisme, lui paraît le plus beau. Esthétique. Et il a écrit quelque chose, ça j'ai lu ça récemment sur Internet, c'est-à-dire, il considère qu'une loi physique a d'autant plus chance d'être vraie que son formalisme est beau. Einstein symétrique, c'est... Voilà. Alors, mais surtout, je crois que ça dépendait du nombre d'invariants. Moins on a d'invariants qui viennent de l'extérieur, enfin disons de trucs qui sont des données fondamentales, plus on peut, moins on a de variables finalement, plus simple l'équation, mieux c'est. Elle peut être compliquée, mais à condition d'avoir peu de données contingentes. Voilà, sur ces mots. C'est le rasoir. Il est comme ça. Là encore, ce qui permet d'avoir une espèce de critère objectif de la beauté en mathématiques qui n'est pas possible dans la beauté dans les œuvres humaines ou dans les paysages. Alors, je peux dire un mot à propos du mot. Regarde, tu vois cette formule-là, elle n'est pas belle. Regarde-moi, elle n'est pas belle du tout. Elle n'est pas belle. Mais la formule suivante qui donne exactement le même résultat, elle est belle. Ah, voilà. Ah, ouais. Et ça a le même résultat numérique. Donc il y avait ce truc-là. Mais maintenant, je viens à un autre truc. Je suis à la fois déçu et soulagé de l'absence de Francis, parce que, en fait, je vais reprendre un petit peu quelque chose qui a été dit ou évoqué par Michel dans son intervention. Je me posais la question, parce que des histoires de coïncidence, là, il faut reconnaître que c'est assez frappant, faut le dire, mais des histoires de coïncidence extraordinairement frappantes dans d'autres domaines que la physique, je peux vous en raconter un certain nombre, d'ailleurs vous les connaissez probablement déjà.
L'assassinat de Kennedy et de Lincoln. Par exemple, l'assassinat de Kennedy et de Lincoln, par exemple. La pyramide de Khéops et les données astronomiques. C'est un peu moins fort, ça. Mais les Kennedy et Lincoln, c'est incroyable. Bon. J'en ai un autre comme ça qui est La preuve barbeuse. C'est un bouquin d'une dame qui s'appelle Suzanne Fuseau-Graff, qui était maître de recherche au CNRS et qui est tombée amoureuse de l'astrologie. Et là, du coup, elle fait des thèmes astro, trucs comme ça. Je n'ai a priori pas. Disons que mon attitude par rapport à ça est la même que celle de Frédéric Joliot. Un jour, Frédéric Joliot, il est sur un paquebot en direction de l'Atlantique avec ses assistants. Et ses assistants disent, on vient de jouer aux cartes avec un type, il prétend que c'est parce qu'il a des dons paranormaux qu'il est capable de gagner à tous les coups. Bon, ensuite vous devriez aller voir, bon d'accord, il y va, il joue aux cartes avec l'autre gagne effectivement, et j'ai beaucoup apprécié la conclusion de Joliot. Il triche, il s'adresse à ses assistants, il triche, expliquez-moi comment il fait. J'aime bien le expliquer-moi. Je ne sais pas pourquoi il triche, mais par définition, et je comprends ça très bien, je partage cette mentalité. Je me dis, si l'astrologie fonctionnait, je pense au bouquin que j'ai lu, j'ai mis 2 ans avant de comprendre où était le truc. C'est quoi le truc? J'expliquerai. Et il est possible qu'on puisse soupçonner pendant un moment, je soupçonne peut-être encore un peu, le texte de Francis qu'il nous a donné, de tomber dans ce panneau-là, à savoir le choix des données que l'on a compris. Je peux apporter un complément. À une époque, il y avait un livre, il y a quelques années, d'un gars qui étudiait la Bible. Il a trouvé un algorithme de décodage. Ah oui, oui, un algorithme de décodage. Il faisait détecter dans la Bible, par exemple, le 11 septembre, etc. Le 11 septembre, voilà. Tout. J'arrive, stop, comme je voudrais quand même. En plus de ça, j'ai un appel de la nature qui me tenaille en ce moment, et j'arrête. Mais, non, justement, oui, je connais ce truc-là. Benny Lévy, il s'appelle ça, un ancien leader maoïste, qui ensuite est devenu juif religieux. Et ce gars-là, effectivement, j'ai assisté le truc. D'ailleurs, j'ai failli m'engueuler avec ma femme parce que j'arrêtais pas de faire des commentaires sarcastiques sur son truc. Bon, et elle, ça lui faisait pas parce que, apparemment, je vous raconterai ça plus tard, si je veux. Mais, il faut savoir que je crois que c'est dans Sciences et Vie ou dans la recherche, je sais plus, pas dans la recherche, dans Sciences et Vie, un magazine de vulgarisation comme ça. Ils se sont bien marrés. Ils ont utilisé la même méthode que Benny Lévy pour trouver un texte du genre Benny Lévy il raconte n'importe quoi. Excellent. Bon, on peut faire ça. Excellent. Et donc j'en reviens. Il existe une émission de vulgarisation scientifique qui est souvent très intéressante d'ailleurs, sur France Inter, l'après-midi, on début l'après-midi, 14-15 heures, qui s'appelle La tête au carré. Et là-dedans, il y a une rubrique qui est sporadique, en gros c'est une fois par semaine ou un peu moins, qui s'appelle Les stats à la con, et qui raconte des cas où quelqu'un a publié une communication scientifique à partir d'une concomitance constatée, et comme il n'a pas fait de théorie, il s'y est pris de manière empirique, le publicateur. C'est-à-dire, grosso modo, là où, statistiquement, là où on meurt le plus, c'est sur un lit d'hôpital. Donc, le lit d'hôpital, il ne faut pas y aller, c'est l'endroit de manger. C'est la même idée. Et on ne peut pas... chat qui allait dans la chambre d'amour. On ne peut pas, faire l'économie. Quand on constate une concomitance, ça peut donner une piste de réflexion, c'est normal. C'est juste. Et là-dessus, j'apprécie le travail de... Même si mon niveau intellectuel ne me permet pas de tout comprendre. Mais j'apprécie quand même le travail de Francis, et je ne prends pas du tout la rigolade. Mais il n'a pas encore pu... Enfin, si, c'est l'histoire du grand cosmos, ça me laisse un peu froid. Elle est pas faite, cette formule. C'est le grand cosmos. C'est vrai. C'est le volume du grand cosmos. Mais... il n'y a pas eu de théorie, on n'a pas encore la théorie de l'ensemble de ces concomitances. Tant qu'on ne les a pas, on ne sait pas si on n'a pas affaire à des coïncidences fortuites. Or, et là, une question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe un moyen, peut-être existe-t-il un moyen mathématique d'évaluer la probabilité que
que des concomitances constatées soient dues à autre chose que le hasard. Il existe une notion en statistique, vous connaissez sûrement le qui 2, qui mesure finalement la probabilité qu'une corrélation apparente soit due à autre chose qu'à l'étroiteur de l'échantillon. Existe-t-il quelque chose qui puisse s'appliquer à ça? Alors, c'est pas si facile que ça. Je vous donnerai un exemple, une anecdote façon de parler d'ailleurs, parce que c'est assez tragique. C'est une femme dont un enfant est mort de la mort subite du nourrisson. Quelques années plus tard, elle est enceinte de nouveau, et le deuxième bébé meurt de la mort subite du nourrisson. Le procureur, ça se passe en Angleterre, démontre que statistiquement, il y a une chance sur 82 000 pour qu'elle n'ait pas assassiné son enfant, ses enfants. Le deuxième ou le premier? Les deux, au moins l'un des deux. Bon, alors il y a deux réfutations possibles de l'argumentation du procureur, mais dans un premier temps, elle a été condamnée. Bon, elle a fini par être libérée, ouf, mais elle a passé quelques années en prison. Bon, je peux citer deux trucs intéressants. Bon, tout petit peu. L'un des deux arguments, l'un des deux était mathématique et statistique, et au fond le procureur n'a pas bien compris les règles statistiques, mais il y avait un autre truc, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible que les variables constatées, enfin les phénomènes, ne soient pas indépendants l'un de l'autre. Et de ce fait, leur concomitance me paraît extraordinaire. C'est peut-être dû à la poussière qu'il y a dans l'appartement, ou je sais quoi. Ou la façon de coucher le bébé. Ou alors un caractère génétique. Voilà, génétique. Bon. Il y a un cas célèbre, c'est la loi de Bode, enfin la loi de Bode, comment il s'appelle l'autre? Enfin, ils sont deux. Qui relie le. Comment dirais-je, c'est quoi le Bode? J'ai oublié. Non, c'est pas ça. Non, qui relie la distance d'une planète, enfin la distance moyenne d'une planète au Soleil à son rang dans la suite. Ah bah il y a Kepler qui a fait des trucs comme ça. C'est une loi qui est connue, la loi de Bode et quelqu'un d'autre. Bon. Titius Bode, voilà, la loi de Titius Bode, c'est l'empirique. La loi de Titius Bode, l'empirique qui relie la distance, la distance d'une planète, la distance moyenne, parce que c'est des ellipses, d'une planète au Soleil à son rang par rapport à cette planète. Alors il y a Mercure rentre là-dedans, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Tout rentre là-dedans, mais il y a un endroit où il manque un truc. Il manque quelque chose. Alors on a dit, il y a une planète. On n'a pas trouvé une planète, on a trouvé une ceinture d'astéroïdes. C'est-à-dire une planète non formée. Voilà, entre Jupiter et Saturne. Qui n'a pas pu se former à cause de Jupiter. Donc ça a eu un rôle heuristique. Ça a permis de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mais ça n'a jamais été démontré. Et certains pensent maintenant que c'est purement aléatoire. Sauf que dans la revue à laquelle elle m'a avec d'autres étoiles et d'autres planètes. Non, sauf que dans une revue qui s'appelle Galilean Electrodynamics, une revue non conformiste à laquelle m'a abonné d'ailleurs Francis, il y a un article récent sur l'explication de ce phénomène par la gravité quantique. Donc ça serait un phénomène, ça ressemblerait aux atomes de Bohr, sauf que ça ne serait pas la force électrique, mais la force gravitationnelle qui aurait un effet quantique, un petit peu comme la force électrique dans l'atome de Bohr. Alors, je n'ai pas lu, je viens de le recevoir. C'est dans une revue, bon voilà. Il y a une possibilité, c'est que ça soit une tautologie logique, une tautologie au sens mathématique par rapport au formalisme étudié, au formalisme utilisé. Non, mais là, c'est un phénomène physique. Je veux dire, c'est pas quelque chose de mathématique. Non, mais si c'est des nombres, c'est de la logique. Il y a des nombres entiers. Je veux dire, c'est quelque chose qui relie une distance moyenne à des nombres entiers. La distance moyenne, elle vient. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Oui. C'est-à-dire qu'il se peut que ça soit une d'après le formalisme pris en compte, une conséquence à l'intérieur du formalisme tel qu'il est. Non, mais il n'y a pas de formalisme. Mais si, il y a forcément un formalisme puisqu'il en parle et qu'il. Comment ça il y a forcément un formalisme, puisque vous en parlez. Non, c'est une observation expérimentale. Si vraiment il y avait ce genre de truc, les masses des planètes elles ne jouent pas de rôle. Il y a les petites planètes, Mercure, Vénus, la Terre, ensuite il y a les grosses planètes, Saturne, Jupiter, etc. Et la masse de la planète ne joue pas de rôle. N'est-ce pas? C'est une distance moyenne, et en plus c'est moyenne, parce que c'est quand même des ellipses. C'est une distance moyenne
qui est lié de façon très précise, vous rapprochez, mais quand même très précise, au rang de la planète par rapport au Soleil, quelle que soit sa masse, indépendant de la masse. Et là, encore une fois, il y avait un nombre, il y avait une distance qui manquait, on a trouvé une ceinture d'astéroïdes. Mais maintenant, on pense que c'est fortuit. Alors c'est quand même très fortuit, parce que bon, c'est à peu près la chance que vous avez de gagner au loto. Enfin, ça arrive qu'on gagne au loto quand même. Encore plus spécial, comment se fait-il que le diamètre apparent de la Lune intercepte exactement, enfin à peu près exactement celui du Soleil? Voilà, ça c'est extraordinaire. Non, mais il y a aussi, en plus, c'était alors, il y a aussi autre chose. Pourquoi est-ce que la Lune présente toujours la même face? Mais ça, c'est expliqué par un phénomène de résonance. C'est comme les satellites de Jupiter, il y a des phénomènes de résonance. Par contre, ce qui est aussi extraordinaire, c'est comment se fait-il que le cycle menstruel de la femme soit pratiquement identique au cycle de rotation de la Lune? Ça, c'est évident, c'est les influences dues à... Les influences, je suis désolé, mais quand même, bon. Non, c'est pas exact, ça varie. C'est à un jour près. Bon, il n'y a pas synchronisation comme la Lune autour du... C'est à peu près. Non, mais c'est quand même bizarre. C'est comme s'il y avait une corrélation originelle qui s'est maintenue. C'est comme les électrons ou les photons corrélés. Oui, en tout cas, c'est le hasard. T sur 100 puissance 4, c'est aussi par hasard. On a donc Jacques qui attend depuis un petit moment. Attends, un seul mot. D'accord. À propos de vous parlez de la Bible. Alors, quand j'ai donné cette conférence à l'Institut Weizmann, bon, etc., question et tout, il y a quelqu'un qui me dit, mais est-ce que tu sais quelle est la valeur numérique du mot Kabbalah en hébreu? Tu sais qu'en hébreu, toutes les lettres, c'est comme dans les langues anciennes, en latin, en grec, en hébreu, dans toutes les langues anciennes, chaque lettre a une valeur. Bon. Alors, je lui ai dit, ben non, il dit 137. Alors ça, c'est un scientifique sérieux, parce que l'Institut Weizmann, c'est le top dans le monde. Hein, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Enfin, il n'a pas dit ça sur le ton du sérieux, il a dit ça comme une sorte de bizarrerie. Il a ajouté aux bizarreries de 137. Bon alors, Jacques, et puis ensuite Laurent. Oui, alors généralement les physiciens cherchent à faire des théories les plus simples possibles. Et le simple fait que ce soit possible de faire des théories de l'univers, c'est parce qu'il y a une certaine simplicité dans l'univers. L'univers n'est pas complètement chaotique. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est le cas. Alors, bon, il y a ce qu'on appelle le paradoxe du lapin blanc, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas un lapin blanc qui se promène au plafond là, parce que un tel monde serait plus complexe que notre monde, parce que ça voudrait dire que la loi de gravité s'appliquerait à tout sauf à ce lapin blanc qui se promène au plafond. Alors pourquoi est-ce que disons les situations simples auraient plus de chances d'arriver que les situations complexes? Il y a peut-être Tegmark qui peut peut-être apporter une réponse avec sa théorie de l'univers mathématique, selon laquelle en fait notre univers serait la façon dont nous apparaîtrait en fait un univers mathématique. C'est-à-dire on pourrait imaginer une sorte d'espace peuplé d'êtres mathématiques. Et alors on pourrait imaginer que dans cette espèce d'espace, il pourrait y avoir plusieurs lieux en quelque sorte qui seraient suffisamment semblables pour coller avec ce que nous percevons. Et on pourrait dire en ce sens qu'on existerait à la fois dans tous ces lieux mathématiques, disons. Et donc, à ce moment-là, quelque chose qui correspondrait à une situation simple devrait logiquement apparaître à plus d'endroits dans cette espèce d'espace mathématique qu'une situation complexe. Donc ça pourrait être une explication. Et puis je vais revenir sur ce qu'on disait sur l'électron. Pourquoi est-ce que tous les électrons sont pareils? Alors il y a une réponse qui a été apportée, je crois que c'est le physicien Wheeler qui a proposé ça. C'est peut-être parce qu'en fait c'est tous le même. Parce qu'on pourrait imaginer par exemple une expérience, on crée une paire électron-positron. Le positron rencontre un électron, il s'annihile. On peut voir ça autrement, on peut dire il y a un électron qui se déplace et à un moment donné il fait demi-tour dans le temps. Donc, il nous apparaît sous la forme d'un positron et ça nous apparaît comme une désintégration. Après, donc, ou plutôt avant, il rebrousse chemin dans le temps, il fait un nouveau demi-tour. Et donc, il nous apparaît à nouveau comme un électron et cet événement nous apparaît comme la création d'une paire électron-positron. Donc, ces trois particules, en fait, ça peut être vu comme la même. Et si c'est vrai pour trois, c'est peut-être vrai pour tous les électrons et tous les positrons de l'univers. Cette idée, c'est une boutade de Feynman, une boutade sérieuse, hein, je veux dire, c'est pas une blague, mais bon... Alors ça pose la question, est-ce que la flèche du temps existe pour tout ce qui existe dans l'univers?
Ça a été oublié. Une discussion longue. Hein. La flèche du temps, oui, enfin la flèche du temps, il y a. La flèche du temps est d'origine statistique en fait. Hein. Mais il y a autre chose. Hein. Je crois qu'il y a autre chose. Le fait que l'univers soit fini crée peut-être une flèche du temps. Bon, il y a de la flèche du temps statistique. Hein. Bon, ça c'est connu. Si on mélange de l'eau froide et de l'eau chaude, on obtient de l'eau tiède au bout d'un certain temps. Mais il est très difficile de séparer enfin de retrouver les molécules d'eau chaude et d'eau tiède à partir d'eau froide et d'eau chaude à partir de l'eau tiède. C'est irréversible. Voilà. Donc, ce qu'on appelle thermodynamique, d'ailleurs, c'est plutôt de la thermostatique. Hein, parce que, bon, en fait, c'est Prigogine qui a eu le prix Nobel, dans son étude de la vraie thermodynamique des phénomènes irréversibles. Donc, alors, il y a donc cette flèche du temps statistique, mais il y a aussi, je crois, une autre flèche du temps qui est cosmologique et qui se réduit. Hein, enfin, ça, c'est de la spéculation métaphysique, hein, et même théologique. À ce qui est. Bon, alors je m'explique. Il y a 4 dimensions en relativité restreinte. Hein. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur et le temps qui est une dimension un peu à part. D'où la métrique lorentzienne et l'euclidienne. Hein. Bon. Alors, dans l'Antiquité, on savait que Aristote lui-même savait que on ne connaissait pas les 3 dimensions de l'espace. C'est Descartes qui a introduit explicitement les 3 dimensions de l'espace et qui a montré que l'espace était à la fois homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'on pouvait construire des systèmes de coordonnées, qu'on pouvait tourner, déplacer, etc., et qu'on obtenait les mêmes choses. Parce que l'espace est homogène et isotrope, sinon ça ne serait pas possible. Hein, bon. Donc ça c'est Descartes qui a formalisé ça. Mais bon, on se rendait compte quand même plus ou moins qu'il y avait un espace. Et on se rendait compte aussi que marcher sur la Terre, ce n'était pas pareil que s'élever en hauteur. Ce n'était pas du tout pareil. La verticale n'était pas la même dimension que les 2 horizontales. Et d'ailleurs, en relativité générale, la verticale c'est différente des horizontales, puisque la verticale fait intervenir la masse de l'objet attracteur. Alors, moi je me demande si le temps qui est aussi une dimension à part, si de même, alors c'est une analogie, hein, mais franchement, je veux dire, voilà. Si de même qu'on est attiré par le centre de la Terre, ce qui fait que la verticale n'est pas pareille aux 2 horizontales, on est attiré par quelque chose qui est en dehors de notre cosmos. C'est pour ça que l'intervalle de Minkowski, c'est C2T2 moins X2 moins Y2 moins Z2. Ça veut dire que tu prends C2T2 d'abord et puis tu retranches R2. Tu retranches quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quelque chose d'immense et puis tu retranches quelque chose pour savoir où tu te situes. Et je me demande si ce n'est pas ce qui est en dehors de l'univers précisément, on peut dire grand cosmos pour parler comme Francis Sanchez, qui nous attire vers lui. Et si cette flèche du temps n'est pas précisément, cette flèche du temps cosmologique, n'est pas définie par ce qui est en dehors de l'univers et qui nous attire en dehors, bon, qui provoque un peu le Big Bang d'une certaine façon. Donc elle est différente de la flèche du temps statistique. Tu veux dire quelque chose? Oui, alors sur cette flèche du temps, j'ai réfléchi aussi. Et alors je me suis dit, pourquoi est-ce que certaines expériences, on ne peut pas les faire à l'envers? Par exemple, est-ce qu'on pourrait, si on imagine, mettons cette tasse, si je la faisais tomber par terre, est-ce qu'elle serait en morceaux? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'expérience inverse? Il faudrait que, par exemple, il y ait des vibrations du sol qui projettent les morceaux, qui se recollent et que la tasse... Alors ça, c'est la flèche du temps statistique. Oui, le problème, c'est qu'il suffirait qu'il y ait une mouche qui passe par là, qui fasse un peu bouger l'air, pour que les morceaux ne se recollent pas, parce qu'elle va perturber l'expérience. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que cette perturbation se propagerait-elle vers le futur et pas vers le passé? Et j'ai pensé que c'est peut-être parce qu'elle ne peut pas se propager vers le passé, parce que le passé est fixé. Et fixé par quoi? Peut-être par le Big Bang. Et donc peut-être que la dissymétrie vient du fait que soit il y a un Big Bang dans le passé et vers le futur, bon, c'est l'expansion infinie, donc il n'y a rien qui fixerait l'univers, ou alors s'il y aurait peut-être un Big Crunch dans le futur, il serait beaucoup plus loin, et donc ça fait que les perturbations se propageraient pourraient se propager plus vers le futur que vers le passé. Là, tu as évoqué deux flèches du temps différentes. Hein.
La première, c'est la tasse qui se casse et qui ne peut pas se recoller. Ça, c'est une flèche du temps statistique à notre niveau. Hein. Bon, c'est comme l'eau froide et l'eau chaude que tu mélanges, tu ne peux pas les séparer. Et tu as évoqué ensuite une flèche du temps cosmologique, en parlant du Big Bang et de l'évolution de l'univers. Hein, l'univers, c'est un peu un être vivant, puisqu'il naît, il évolue, on ne sait pas s'il va mourir. Un être vivant, bah, il suit une flèche du temps. Hein. Et si les êtres vivants sont des objets quantiques, comme le pensait Schrödinger, à ce moment-là, c'est un peu... Chaque naissance est un univers. Chaque naissance est une sorte de Big Bang. Moi, ma naissance est mon Big Bang personnel. Et quand je serai enterré, ça sera mon Big Crunch personnel. Bah bon, on peut imaginer des choses comme ça. Mais alors, au niveau physique, proprement dit, effectivement, le fait que l'univers soit fini, le fait qu'il ait un début, le fait qu'il soit en expansion, et même s'il y avait un grand cosmos, alors que Francis ne croit pas au Big Bang, il croit au grand cosmos, même le fait qu'il y ait un grand cosmos implique qu'il y ait une flèche du temps cosmologique. Hein, puisque ce qui nous attire vers le loin cosmologique, c'est précisément ce qu'il y a en dehors, en quelque sorte, de l'univers. Parce que pour Francis, le grand cosmos, c'est une sorte de bain thermique. Il y a quand même deux démarches qui permet à l'univers de garder la même température. Il y a quand même deux démarches de la pensée, essentiellement. L'une qui est plutôt astronomique, et qui est celle que vous avez exposée, oui. Et puis celle qui partirait plutôt d'une récapitulation alors assez mentale, en partant de la mécanique quantique, enfin disons plutôt de la théorie quantique des champs, et qui, dans l'interaction particule-lacune, là la flèche du temps n'est pas orientée. Et que c'est uniquement, d'ailleurs tu avais fait un congrès sur les molécules, où il y avait eu beaucoup de conférences sur la réversibilité, et c'est à partir du moment où se crée... Prigogine qui avait fait... Prigogine lui-même avait pris la parole, oui, et c'est à partir du moment où la réversibilité n'est plus possible qu'apparaît en fait pour les molécules une flèche du temps. Et c'est la complexité qui crée quelque chose qui n'existe peut-être pas du tout dans l'univers, qui est notre imagination, on crée la flèche du temps. C'est une autre point de vue philosophique de cette question. Alors, cependant, quand même, au niveau physique, je disais que dans les diagrammes de Feynman, tout se passe comme si l'antimatière allait vers le passé. Donc la matière va vers le futur, l'antimatière vers le passé. C'est pour ça qu'on représente l'antimatière dans les diagrammes de Feynman. Mais c'est formel. Hein, bon. Je ne sais pas si un objet fait d'antimatière remonterait progressivement à l'époque de Louis XIV. Enfin, c'est possible qu'il y ait des archives cachées de l'univers qu'on peut retrouver en allant vers le passé. Non, mais si l'antimatière va dans le passé, on peut dire que l'antimatière serait présente, mais comme elle n'a pas la même flèche du temps que nous nous en percevons pas de la présence de l'antimatière. J'applique là les principes de la théorie quantique des champs. Non, mais attends, on peut tout à fait concevoir qu'une terre se recolle et etc. remonte vers... Parce que dans les films visionnaires à l'envers... Il est en même temps, mais le temps, on n'en est pas conscient parce que nous avons un temps. Le plongeur remonte sur le... Chaque être est un objet quantique, hein, d'après Schrödinger. Chaque être est un objet quantique. Hein. Alors, il n'a pas dit ça comme ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Mais il a écrit un bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», où il montre qu'en réalité, des phénomènes quantiques sont essentiels dans la compréhension du phénomène vivant. Voilà. C'est un livre remarquable. Il a écrit aussi... Il en a déduit l'ordre de grandeur des unités du vivant. Exactement, des acides nucléiques et des protéines. Donc, et alors, il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle, attends, c'était Matter and Mind, un truc comme ça. Ah oui, Matière et Esprit. D'ailleurs, les éditions actuelles mettent les deux bouquins en même temps. Hein. Qu'est-ce que la vie et Matière et Esprit. Oui. Longtemps après les expériences d'Alain Aspect et l'inégalité de Bell, il me semble avoir détecté au tout début d'une introduction d'un article dans, je ne sais plus si c'est La Recherche du Chantilly, qu'on savait maintenant expérimenter sur des phénomènes instantanés, à longue distance. Oui. C'est vrai ça? Écoute, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que le fameux paradoxe d'Einstein, Podolsky, Rosen, qui était un test pour savoir si oui ou non la mécanique quantique était une théorie complète, a donné tort à Einstein. Maintenant, c'est pratiquement... Il n'y a pas qu'Aspect, il y a eu d'autres expériences faites en Allemagne. Maintenant, le problème est réglé, pratiquement. Donc, on sait que la théorie quantique... Ça introduit... Il n'y a pas de... Je veux dire...
on ne peut pas actuellement... C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que mon cerveau il est manipulé par des extraterrestres qui vivent avec des méga... Bon, alors d'après Francis Sanchez, c'est pas des extraterrestres, c'est le grand cosmos qui est un super ordinateur fonctionnant en base 137 et tu l'utilises comme terminal pour agir sur le monde. Ah oui, c'est une vision théologique. Non mais Francis se pique d'être un athée pur et dur, mais c'est une vision théologique, parce que les croyants, c'est que chaque être humain est l'instrument de Dieu, n'est-ce pas, et le serviteur de Dieu. Je vous rappelle que Laurent attend depuis un petit moment. Et puis après, il y a Didier, et puis il y a éventuellement Claude qui voudrait dire quelque chose. On vient de parler d'Alain Aspect. Alors, il introduit quand même une notion d'interpréter du paradoxe EPR, c'est qu'il y aurait la conséquence de son travail, c'est qu'il y aurait une information globale. Il y aurait une possibilité d'information globale qui intervient en physique. Et moi, j'ai du mal à me représenter comment, en physique, une information peut être transmise par d'autres choses qu'une localité. Bon, là, on rentre dans un autre domaine. Mais c'est passionnant. Bien sûr. C'est passionnant, mais est-ce que t'as... C'était sur ce point-là que je voulais dire. Bon, alors vas-y, mais après, laissez la parole à... Parce que, en fait, l'expérience de l'Alain Aspect n'empêche pas que aucune information ne peut être transmise plus vite que la lumière. Ah oui. Ça reste. Non, mais il y a l'onde de phase de De Broglie qui va plus vite que la lumière. Comment? L'onde de phase de De Broglie va plus vite que la lumière. Mais c'est pas une onde matérielle. Ah oui, il y a aussi autre chose. Là, j'en ai pas parlé. C'est que la vitesse de transmission de la force gravitationnelle, je ne parle pas des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ce sont des perturbations qui vont à la vitesse de la lumière comme toutes les perturbations. Mais la vitesse de transmission de la force gravitationnelle, elle va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, bon, il y a beaucoup de gens. C'est Laplace qui a évoqué le problème. C'est pas n'importe qui, c'est lui qui en a parlé en premier. Ensuite, il y en a eu d'autres. Puis il y a un certain von Flandern, je crois, qui a fait une comment dirais-je, une revue de tous les trucs, etc. Francis a fait des calculs, j'en ai eu d'autres. Tu m'as fait une objection une fois, mais j'ai réfléchi, mais tu avais tort. Je t'explique. Voilà. Parce qu'en fait, mais ce sont des ondes gravitationnelles qui transmettent. Non. Ce sont les gravitants. Non, si tu veux. Bon, en un mot, ton objection, c'était que le Soleil se déplace, la Terre se déplace en même temps que lui, oui, mais c'est valable pour un mouvement inertiel, mais le mouvement de la Terre autour du Soleil n'est pas un mouvement inertiel, c'est un mouvement de rotation. Donc il y a une accélération. Donc là, en fait, si tu regardes bien l'article de Van Flandern, tu verras que ton objection ne tient pas. Bon, donc, mais si le Soleil disparaît brusquement, la gravitation mettra 8 minutes pour que sur la Terre, on s'en rende compte. Ça ne va pas plus vite que 8 minutes. Pas vérifier. Si le Soleil disparaissait brusquement, il faudrait 8 minutes. Attends, si le Soleil disparaissait brusquement, il faudrait 8 minutes pour qu'on arrête de voir la lumière du Soleil. Pas seulement. Attends, mais aussi mais si tu es en Bretagne par une période de haute marée, à ce moment-là, tu verrais tout de suite la marée descendre. Non. Oui, parce que derrière, il y a un phénomène de résonance. Bon, alors, que de spéculation. Laurent. Non, mais est-ce que tu as lu Non. Allez, Laurent. C'est une revue de toutes les... Oui, mais moi j'ai une toute petite question. J'ai une toute petite question. Tout à l'heure, vous avez montré un tableau de particules avec les différentes interactions auxquelles étaient sensibles les particules. Et certaines ne sont pas sensibles à la gravité. Par exemple, le neutrino. Ah si, un peu. Il y a une faible masse. Les neutrinos ont une faible masse, donc ils sont sensibles à la gravitation. Voilà. Le tableau est ici. Alors voilà, bon, les neutrinos sont sensibles à l'interaction faible. C'est un peu comme ça qu'on a introduit l'interaction faible. C'est pour expliquer la désintégration bêta qui produisait un neutrino pour qu'il y ait conservation du nombre leptonique. Mais comme on sait maintenant qu'ils ont une masse, on ne savait pas avant. Mais on aurait dû le soupçonner d'après les arguments que j'ai présentés. Ce qui a été mesuré dans un truc japonais d'ailleurs. Bon, un immense détecteur japonais. Mais ils sont sensibles aussi à la gravitation. Alors, les électrons sont en plus sensibles
à l'interaction électromagnétique, mais c'est quand même une charge. Et les quarks sont sensibles en plus à l'interaction sportive. Donc, il n'existe pas de particules qui ne soient pas sensibles à la gravitation. Ah si, les photons. Alors, les photons sont sensibles à la gravitation. Il y a une question. Laissons-le terminer. Laissons-le terminer. Oui, mais justement, la question que j'ai, c'est que moi, ce que j'ai compris avec la relativité générale, c'est que les objets dans l'espace vont tendre dans l'espace, mais qui n'est plus euclidien. Allez, on écoute. Donc, il y a le cosmos avec différents objets qui vont tordre l'espace-temps, et les photons vont suivre ces courbes d'espace-temps. Exactement. Oui. Mais si on dit que les photons ne sont pas sensibles à la gravité... Mais non, ils sont sensibles à la gravité. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des particules qui ne soient pas sensibles à la gravité? C'est ça. Les particules qui ne sont pas sensibles à la gravité, là, c'est une colle, hein, donc je réfléchisse. Parce que du coup, la question que je me posais, c'est s'il n'existe pas... Peut-être les... Mais non, mais les particules... Écoute, je vais citer l'effet Mössbauer. Dans l'effet Mössbauer, on mesure la différence de fréquence entre un photon qui est émis par une source radioactive située en bas, n'est-ce pas, et qui est reçu par un récepteur qui se trouve en haut. Et si c'est l'inverse, si la source radioactive est en haut et c'est en haut, c'est pas du tout la même fréquence, parce que le photon change de fréquence suivant que la gravitation le ralentit ou l'accélère. C'est l'effet Mössbauer, on n'a pas besoin d'attendre une éclipse solaire pour mesurer la déviation. Maria voulait dire quelque chose par rapport à ça. Maria. Non, c'était plutôt une question. Oh, pardon. Maria. Oui, c'était plutôt une question parce que, effectivement, le photon, il attire la masse par le mouvement, il n'en a pas au repos. Il a une impulsion. Enfin, il n'a pas de masse au repos, mais une impulsion. Ah oui, d'accord. Si tu veux, bon, le photon, c'est E égale H nu. Oui. Mais comme toute énergie, tu peux toujours diviser par ces deux pour définir une masse effective. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, j'ajouterais une chose, c'est que le confinement produit une masse. Par exemple, dans un résonateur optique, par exemple celui d'un laser, les photons qui n'ont pas de masse au repos acquièrent l'équivalent d'une masse au repos du simple fait qu'ils sont confinés. Autour d'un trou noir, des photons qui tournent autour d'un trou noir, donc ils sont confinés, ils acquièrent une masse effective du fait qu'ils sont confinés. D'accord. Le confinement crée une masse au repos effective. Mais le photon n'a pas de masse au repos parce qu'il va tout droit. Mais il a une masse, un équivalent masse qui est H nu sur C2. Laurent voulait terminer, puis on va peut-être libérer la salle. En fait, la question que je me posais, c'est si donc une particule n'était pas sensible à la force de gravité, elle se déplacerait dans l'espace comme si l'espace était euclidien, du coup. Donc si l'espace était euclidien. Était Euclidien, oui, bien sûr. D'accord. Ok. Ouais, mais moi, je retournerai l'argument en disant, justement, les photons ne sont pas sensibles à la gravitation, ils ne font que suivre la courbure de l'espace-temps. Mais quelle différence avec les objets matériels? Parce que oui. Les objets matériels ne suivent pas forcément la courbure de l'espace-temps. Ça dépend de leur masse. Non, mais Didier, je suis désolé, mais... Voilà. Non, mais c'est eux-mêmes déforment l'espace-temps. Oui, c'est ça, de toute façon. Mais non, de toute façon, il va falloir libérer la salle, parce que le temps... Voilà. Je ne peux pas laisser passer ça. Voilà, il a quelque chose à nous dire. L'effet Mössbauer, c'est un cas type. Je veux dire, l'effet Mössbauer, c'est ça. S'il n'était pas sensible à la gravité, il n'y aurait pas de décalage des photons qui vont vers le haut ou vers le bas. L'effet Mössbauer, c'est un truc qu'on fait dans un labo. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une question de définir. Qu'est-ce que c'est que la gravité? Non, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas de masse au repos. On la définit comme courbure de l'espace. Ils n'ont pas de masse au repos, mais ils ont un équivalent de masse dû à leur mouvement à la vitesse de la lumière. Et c'est précisément pourquoi l'électron a une masse au repos, parce qu'il y a quelque chose qui se déplace aussi à la vitesse de la lumière, mais d'un mouvement circulaire, pas linéaire. C'est ça qui crée la masse au repos. C'est le mouvement circulaire d'une particule chargée sans masse. En tout cas, on te remercie infiniment, Jean. Vraiment, c'était formidable. Voilà. Moi, j'ai appris plein de trucs. Voilà. Alors, voilà. Allez. Ah, peut-être une question, mais...